Alors, donc bienvenue à toutes et tous pour cet atelier qui sera animé donc par Aurélie Gauthier, la dirigeante d'Aspark, un cabinet de conseil en stratégie et organisation. Je lui laisserai la parole dans quelques instants. L'idée, c'est simplement, dans une introduction, de vous faire quelques mots, sur l'événement. Donc, je me présente très rapidement. Moi, je suis Gaëlle Vandeput, je suis chargée de logistique pour l'APCC et aussi pour l'ESVC. Donc, l'APCC, c'est l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et l'ESVC, c'est le sommet virtuel du climat. Hem Donc voilà, la mission de l'événement, vous la rappelez avant de démarrer, c'est de permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Donc comme vous avez pu le voir sur le programme, on a pas mal de webconf et d'ateliers sur ces 2 semaines de SVC, le SVC qui a démarré lundi dernier et qui se termine vendredi 3 décembre. Et donc, tous nos événements tentent de répondre aux 2 questions qui sont actuellement affichées à l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller parcourir le programme et à vous inscrire à toutes les interventions qui vous semblent utiles, en tout cas pour vous. Donc, cet événement est initié et coordonné par la PCC et coporté par l'ADEME, l'ABC, qui est l'association Bilan Carbone, et la fédération Sinov. Et aussi, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans nos nombreux soutiens et parties prenantes. Donc, je souhaiterais remercier particulièrement nos sponsors et partenaires que vous voyez actuellement s'afficher à l'écran. Et aussi, de manière générale, toutes les personnes qui nous ont soutenus de plein de manières différentes, depuis notamment la première édition de l'événement qui avait eu lieu en 2019. Alors, sachez que toutes les webconférences et ateliers du SVC sont gratuites. On a vraiment eu à cœur de faire un événement accessible à toutes et tous. Néanmoins, si vous aussi, vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, je vous mets le lien pour faire un don, si vous le souhaitez, dans le chat. Pour les aspects logistiques de cette webconférence, simplement quelques points à noter avant de démarrer. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions-réponses de Zoom et faire vos commentaires et remarques dans l'onglet discussion. Donc, dans le module questions-réponses, en fait, c'est là où Aurélie viendra piocher vos questions pendant la webconférence ou à la fin, selon son organisation. Et dans le chat, on gardera toujours un œil pour voir vos rebondissements sur le potentiel contenu. Sachez que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du SVC et vous recevrez également un mail dès la publication puisque vous êtes inscrit à cet atelier. Donc, vous serez informés, vous serez les premiers informés dès la publication du replay de cet atelier. Donc voilà pour les précisions techniques. Sachez que potentiellement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes vos questions. C'est pas sûr, mais en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à recontacter Aurélie qui vous laissera son mail à la fin de la présentation. On vous le renverra par la suite dans un mail de remerciement de participation. Et aussi, je vous mets dans le chat le lien vers vers sa page intervenant, en fait, qui est sur le site du SVC et où vous pouvez prendre rendez-vous du coup directement avec elle si vous le souhaitez. Voilà, il me semble que j'ai tout dit en introduction, donc Aurélie, il est temps de te passer la parole et je vous souhaite un bel atelier à tous et je reste en ligne si besoin. Merci Gaëlle. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Oui, ouais, moi je t'entends bien. Bonjour à tous. Une heure ensemble aujourd'hui pour parler d'intelligence collective et des ateliers d'intelligence collective. Alors, vu le nombre de personnes, je me suis bien creusé la tête pour savoir comment appliquer de l'intelligence collective, mais vu le nombre de personnes et une heure, on aurait traité trop peu de choses et j'avais envie de vous parler de plein de choses. Alors, on va avoir une petite présentation un peu descendante, mais avec un maximum, on va essayer d'avoir un maximum d'interactivité. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions et réponses dans le Q&A ou de répondre aux réponses, aux questions que je vais vous poser dans le chat de Zoom. Alors, on va commencer. Donc, Spark, à l'origine, c'est un cabinet de conseil en stratégie en organisation, effectivement, et on est spécialisé dans le travailler ensemble, c'est-à-dire tout ce qui permet à une équipe d'être plus performante, que ce soit une équipe opérationnelle ou une équipe projet. Mais suite à une prise de conscience, comme beaucoup, on a voulu en fait shifter notre activité. Et depuis 2 ans, on investit autant de temps et d'argent qu'on peut pour monter en compétence sur le sujet. Et notre ambition, c'est de mettre notre expertise historique au profit de la lutte contre le dérèglement climatique.
Et donc, en septembre dernier, nous avons sorti notre offre décarbonation et de fil en aiguille, je vous parle aujourd'hui d'intelligence collective au service de votre stratégie bas carbone. Alors, pour commencer, un petit test pour voir si tout le monde utilise correctement Zoom et qu'il n'y a pas de problème technique. Un petit exercice, est-ce que vous saurez trouver la bonne réponse à cette devinette? Donc, on a le scénario suivant. Je vais vous le lire et il y a 3 réponses possibles. Est-ce que vous pouvez, un à un, tous écrire la réponse à votre avis dans le chat? Alors, le scénario est le suivant. Imaginez, Paul regarde Linda, Linda regarde Jean, Paul est marié, Jean n'est pas marié. On ne sait pas si Linda est mariée ou non. Est-ce qu'une personne mariée regarde une personne qui ne l'est pas? À vous de jouer, je regarde les réponses dans le chat. Vous avez quelques secondes. Il y a déjà 2 réponses différentes. Alors, peut-être que si vous avez des réponses différentes, vous avez des arguments. Et entre vous, vous pouvez exposer vos arguments sur le chat pour voir si ça fait changer d'avis certains participants. On ne sait pas si Linda est mariée ou pas. C'est bien le problème de la devinette. Alors, ceux qui ont répondu oui, est-ce que vous pouvez exposer vos arguments dans le chat? Alors, je vais essayer de parler. Alors, on ne sait pas si Linda est mariée, mais soit elle l'est et elle regarde bien Jean, et Jean n'est pas marié, soit elle ne l'est pas, et Paul, qui est marié, regarde Linda, qui ne l'est pas. Est-ce qu'avec cet argument-là, ça fait changer d'avis certaines personnes dans le chat? Est-ce que vous avez envie de changer vos réponses? Oui. La réponse est alors oui. Voilà, donc vous êtes en train de vivre un tout petit bout de la puissance de l'intelligence collective. Donc effectivement, le premier réflexe, c'est de répondre qu'on ne sait pas. Et puis ensuite, on commence à décortiquer le problème et on se rend compte que la réponse est oui parce qu'on a 2 situations différentes, mais qui fait que dans un cas ou dans l'autre, il y a bien 2 des 3 personnes qui correspondent à ce qui est précisé dans le scénario. Alors, merci à tous pour votre participation dans le chat. C'est super, vous êtes très actifs. Alors, quand on parle d'intelligence collective, on parle de quoi? L'intelligence collective, d'abord, c'est le fait de mettre en avant, de valoriser les compétences de chacun. Et ces compétences, elles sont différentes et respectées chacune d'entre elles. Et c'est aussi coordonné en temps réel, c'est-à-dire que la plupart du temps, on va mettre plein de gens différents autour de la table et puis ces personnes vont échanger en temps réel. C'est un peu le principe de dire que personne ne sait tout, mais tout le monde sait au moins quelque chose. Et on parle aussi d'intelligence distribuée. C'est un autre nom pour intelligence en essaim et c'est ce qu'on retrouve dans la nature, notamment avec les étourneaux, par exemple, et les fourmis. Et c'est la capacité des individus d'un groupe à interagir uniquement avec ses voisins directs et de prendre une décision par rapport à son environnement direct. Et globalement, le groupe, en fait, a une complexité
qui dépasse chacun des individus qui le composent, mais qui a une certaine cohérence. On parle dans ces cas-là de stigmergie, et ça fait appel à des notions d'auto-organisation, et ce qu'on retrouve parfaitement dans Wikipédia, chez les êtres humains. Mais l'être humain, il va au-delà de ça. Nancy Huston parle d'une espèce fabulatrice, c'est-à-dire qu'on a la capacité à penser et à parler de choses qui soit n'existent pas du tout, soit n'existent pas encore. Et le célèbre Harari qui a écrit Sapiens ou une brève histoire de l'humanité, je trouve que sa théorie est super intéressante, c'est que c'est parce que l'être humain a la faculté de croire en quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est dans son imagination, que du coup, ils vont être capables de collaborer tous ensemble pour aller vers un but commun, vers une réalité imaginaire. Et l'être humain, en fait, est la seule espèce sur Terre, connue à ce jour en tout cas, qui est capable de collaborer à beaucoup plus que la limite naturelle des 100-150 individus qu'on peut retrouver, je ne sais pas moi, dans une meute de loups ou chez les singes, par exemple. Alors, à vous de jouer dans le chat. Réalité imaginaire, de la fiction à la réalité. Est-ce que vous saurez retrouver ce qui a été inventé dans les fictions aux dates indiquées et qui sont vraiment devenues réalité à notre époque? Ce que je vous propose, c'est que vous écrivez la date, puisqu'il y a une seule date par image, et vous dites ce que l'être humain a finalement réussi à faire. À vous de jouer. Alors, la fusée, oui, effectivement, depuis, on est allé sur la Lune. Alors, tous ceux qui donnent des dates, est-ce que vous pouvez préciser ce qui a vraiment été inventé? C'est pas forcément, faut connaître déjà la référence et c'est pas forcément évident. C'est bien Retour vers le futur. Alors, vous me parlez beaucoup des chaussures dont je tairai la marque, mais c'est en fait le hoverboard sous les chaussures qui nous intéresse. Et je n'avais pas pensé au train magnétique. C'est ça aussi l'intelligence collective, plein d'idées différentes. J'avais plus en tête l'homme volant, mais c'est une très bonne idée. Il y a la voiture autonome de Total Recall en 1990. On s'est transplanté des organes réellement depuis 1818 et Frankenstein. J'essaye de regarder en même temps vos réponses. 1990, chirurgie esthétique. Ouais, ça aurait pu. Non, c'est un robot humanoïde qui est conducteur d'une auto et c'est pour ça que c'est la voiture autonome. Dans Blade Runner, vous avez les robots qui accompagnent, etc., etc. Alors, je vais avancer un petit peu. Grâce à toute cette intelligence collective, grâce au fait que nous sommes une espèce fabulatrice et que nous avons la capacité de créer une réalité imaginaire, on est capable de faire plein de choses et on est capable de collaborer à plusieurs centaines de milliers. Par exemple, dans une entreprise, une marque, ça n'existe pas vraiment. C'est très difficile, si vous prenez le bonobo, de lui expliquer que n'importe quelle grande marque d'entreprise, il faut se conformer à telle ou telle règle. L'être humain est le seul à faire ça et c'est pour ça qu'on a pu réaliser des choses extraordinaires. Je vous laisse deviner les photos dans le chat. Est-ce que vous reconnaîtrez ce viaduc? Yes. Et cela vous fait penser à quoi? Donc, c'était le viaduc de Millau. Aujourd'hui, je connais tout mon génome. On est capable de réaliser
de la microtechnique. On fait des prouesses dans le domaine de la santé et pas seulement en chirurgie. Et on est même capable, vous reconnaîtrez peut-être, je regarde un peu le chat pour ne pas aller trop vite, des robots, on s'est envoyé effectivement des robots sur Mars qui se prennent en selfie et qui nous renvoient la photo. Et donc, on sait faire des choses incroyables grâce à cette intelligence collective. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on va suivre notre morale au travers de cette présentation avec la courbe du deuil. Et donc, quand on a fait le constat de toutes ces choses extraordinaires qu'on sait faire, jusqu'ici, tout va bien, on est d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas si belles que ça, qu'on fait tous les jours, ou des conséquences des choses que l'on fait tous les jours. Est-ce que vous savez ce que représente cette tache rouge sur la carte? Ah non, ce n'est pas le nuage de Tchernobyl. C'est vrai que j'aurais pu penser à ça aussi. Non, non plus. C'est celui qu'on a exactement, Albert, c'est le 7e continent. Vous savez que par les courants marins, il y a des accumulations de nappes de plastique énormes et qui prennent une telle ampleur. La plus grande est située dans le Pacifique et elle fait la taille de ce que vous voyez sur cette carte d'Europe. Donc, des millions de tonnes de déchets déversés dans les océans tous les ans. Certains disent que dans 30 ans, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans. Celle-ci, c'est difficile, je vous l'accorde. Quelle est cette catastrophe qui a eu lieu il y a quelques... Oui, bravo Kathleen. Effectivement, c'est Bhopal en Inde, 1984. 40 tonnes d'isocyanate de méthyle, c'est quoi? C'est un composé chimique intermédiaire pour créer des pesticides qui a été envoyé dans l'atmosphère. 12 000 morts, 300 000 malades estimés. Hein, il y a toujours un peu des contradictions sur les chiffres. Est-ce que vous connaissez également cet endroit? Alors, ça aurait pu être, oui, effectivement, ça ressemble au pergélisol, au permafrost. Cependant, il y a quand même encore un petit peu de neige. Euh, on est plus dans une zone désertique ici, de base, d'origine. Non, un peu plus, non. Je vais vous aider un petit peu. Oui, alors tout à fait, c'est un puits de méthane. C'est le cratère de Darvasa au Turkménistan. Alors, l'origine de pourquoi ça s'est produit, il y a beaucoup de théories et tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord non plus sur la date à laquelle ce gisement naturel a pris feu. Elle s'appelle, c'est un surnom, la porte de l'enfer. Et depuis des décennies, du métal brûle à l'air libre là, et donc se transforme en CO2. Et ce qui est incroyable, l'être humain est capable de tout, c'est que c'est devenu en fait une attraction pour les touristes. Celui-ci est peut-être un petit peu plus connu, surtout qu'on reconnaît dans l'ombre au fond une voiture assez caractéristique. Exactement. C'est le Grand Smog de Londres. Donc smog, c'est fog, brouillard plus smoke, fumée. C'est le mélange des deux qui crée des conditions atmosphériques qui sont très mauvaises pour la santé humaine. Et là, il y a eu plusieurs conditions qui se sont accumulées, qui fait qu'on avait une visibilité réduite à 5 mètres. Et en fait, les particules fines et toute la pollution a créé environ 12 000 morts et 100 000 malades.
ici, c'est la plateforme BP qui a explosé, qui fait qu'il y a un tuyau, hein, une canalisation dans les fonds marins qui s'est détachée. 87 jours pour réparer cet accident et au plus fort de la crise, 800 000 litres de pétrole par jour qui étaient déversés dans l'océan. Et ici, nous avons la pollution, les épidémies de saturnisme, surtout chez les enfants, à cause de la pollution au plomb et de toutes ces décharges à ciel ouvert et dans les rues de composants électriques et électroniques. Alors, celui-ci est le plus grand connu à Guiyou en Chine, mais sachez qu'il y en a pas que dans cette ville, il y en a aussi en Afrique et dans d'autres pays d'Asie. Donc, bref, quand on voit tout ça, on se dit, ah oui, quand même, on ressent un choc. On n'est pas au courant de toutes les catastrophes qui se sont passées, mais quoi qu'il en soit, ne serait-ce que ces 10 grandes catastrophes, c'est suffisant pour se prendre comme un coup dans le ventre. Alors, c'est quoi notre problème, en fait? En fait, Harari, il en parle de cette réalité imaginaire et j'aimerais revenir dessus. On a, par rapport aux autres animaux, cette notion de révolution cognitive. Et on a la capacité à créer une réalité imaginaire. Selon lui, les entreprises, les religions, toute forme d'idéologie sont des réalités imaginaires. Et l'être humain, en très grand nombre, est capable de se mobiliser, de se conformer par rapport à ces réalités imaginaires. Et ça peut créer, ça dépend des réalités imaginaires et des paramètres qu'on lui donne, mais des choses plutôt positives. Et dans ces cas-là, on va vers une utopie, l'utopie qu'on crée. Est-ce qu'on va réussir à la passer du côté de la réalité ou au contraire, aujourd'hui, on invente des films qui parlent plutôt d'une dystopie, c'est-à-dire on imagine un monde qui devient terrible, on a la collapsologie, on a l'effondrement, etc. Et est-ce qu'on se dirige plutôt vers cette chose très négative? Est-ce qu'on n'a pas en fait un problème avec ce qu'on met en entrée de cette réalité imaginaire? Est-ce qu'on n'a pas une différence trop grande aujourd'hui entre notre réalité imaginaire et la réalité physique de notre monde? La réalité physique, géologique, biologique, chimique, c'est-à-dire ce monde qui a un diamètre, un certain nombre de kilomètres carrés, de forêts, de terres, de mers et des ressources finies. Ça, en fait, est-ce que c'est pris en compte dans notre réalité imaginaire? Là, dans notre courbe, on en est où? On dit non, mais ça va aller, enfin, ça fait longtemps qu'on est comme ça, tout va bien se passer. Mais est-ce qu'on en est si sûr? Ce monsieur, Jean-Baptiste Say, qui est vu comme l'un des plus grands influenceurs sur l'économie, la manière de voir le monde, donc cette réalité imaginaire qu'est l'économie, il dit clairement que les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. C'est incroyable de lire ça à notre époque, vous ne trouvez pas? Et pourtant, on est parti de là et on a créé notre réalité imaginaire et on parle de produit intérieur brut, de croissance, de vitesse, de performance financière. Est-ce que quelque part, entre la réalité imaginaire et la réalité physique du monde, est-ce qu'on ne souffrirait pas d'un trouble dissociatif? Parce que quand on regarde la définition donnée par les psychiatres, c'est un état de dissociation chez les sujets qui ont été soumis à des manœuvres prolongées de persuasion coercitive, comme le lavage de cerveau, le redressement idéologique, l'endoctrinement, etc. Sauf que là, je ne sais même pas si c'est coercitif, c'est plutôt la méthode Coué. À nous-mêmes, on se répète en permanence PIB, croissance, vitesse, performance financière, etc. Et là, on peut rentrer en colère parce qu'on dit, attends, comment tu fais pour remettre en question les fondements de notre civilisation, de toutes les économies des pays autour de nous? C'est inacceptable. Oui, mais depuis, certains ont vu passer ces slides. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, on les reconnaît au style au moins. Et donc, là, on voit que
le côté carbone, le lien avec le dérèglement climatique, il est bien présent et il est prouvé. Et dans notre courbe, on passe à dire oui, non mais attends, ça va le faire, il suffit qu'on remplace le carbone par des énergies renouvelables et tout va bien se passer. On est en phase de négociation. Ouais, mais moins d'énergie égale moins de PIB. Là, c'est la fin des haricots. On tombe dans la dépression. On réalise en fait que le monde tel qu'on l'a pensé, tel qu'on l'a imaginé, les règles qu'on nous a inculquées tout au long de notre vie, tout ça perd du sens. Le côté positif de la chose, c'est que là, on est arrivé au fond de la courbe d'un point de vue moral, et donc on n'a plus qu'à taper des deux pieds pour repartir vers le haut. Donc, il faut que ça s'arrête. Et comment on fait ça? Il faut faire réconcilier en fait les deux réalités, la réalité physique avec la réalité imaginaire. Et donc là, pardon, on en arrive au moment où on est dans la phase d'acceptation. Donc on n'est plus dans le déni, on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans toutes ces émotions négatives qui font qu'on ne traite pas le problème. Là, on arrive à un état émotionnel où on est capable de commencer à regarder le problème droit dans les yeux et à voir comment s'organiser pour le résoudre. Donc, OK, avec cette intelligence collective, je suis capable du pire comme du meilleur. C'est clairement une force pour l'espèce humaine, cette réalité imaginaire et cette puissance du collectif pour réaliser des grandes choses. Donc, changeons les données d'entrée. Essayons de remettre quand même en question d'autres choses, enfin, de ce qu'a dit Jean-Baptiste Say et puis plein d'autres, et essayons de voir si on ne peut pas rajouter des éléments qui permettent cette réconciliation. Comment on fait? Premièrement, il faut dépassionner les échanges. Il faut poser le problème, le regarder, sortir des positions de principe, sortir des opinions. Quel est factuellement le problème? Quelle est son ampleur? Le mesurer, avec donc avoir des données chiffrées. La deuxième étape, c'est qu'il faut regarder nos pratiques, tout ce qu'on a fait jusqu'ici, et remettre en question, voir ce qu'on peut changer pour le mieux. La troisième étape, c'est qu'il faut continuer d'exploiter cette intelligence collective, qui peut nous aider d'ailleurs pour remettre en question l'existant, mais aussi pour changer complètement et pour innover. Et enfin, il faut, pour que ça marche, cette étape 3, engager le collectif vers un objectif commun qu'il faut définir. La première étape, je pense que vous en avez déjà entendu parler, et en tout cas, il y a certainement beaucoup d'experts au SVC qui l'ont évoqué, c'est la réalisation d'un bilan carbone complet, scope 1, 2 et 3. Ça ne sert à rien de regarder qu'une partie, il faut regarder le problème dans son ensemble pour pouvoir identifier les postes les plus émissifs et puis continuer de mesurer, de voir où est-ce qu'on en est dans sa trajectoire de décarbonation et mesurer l'impact carbone des actions qu'on a réellement mises en place. On parle du carbone aujourd'hui et il y a aussi tous les autres critères environnementaux et donc réaliser une analyse de cycle de vie est très important également pour l'ensemble des autres critères environnementaux. Pour questionner, remettre en question les pratiques existantes dans une entreprise, je veux dire. Il s'agit de revoir l'intégralité des pratiques sous l'angle de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Donc ici, nous, on va parler beaucoup d'empreinte carbone ou de protection de la biodiversité. Et dans une entreprise, j'ai fait le choix de distinguer 3 grands ensembles, que sont premièrement ce qui se passe au niveau du terrain. Donc, on a des pratiques opérationnelles avec des gens qui travaillent sur le cœur de métier. Et puis, il y a tout ce qui est pratique de changement, donc le monde du projet. Si on regarde des méthodes ou des pratiques qui sont connues dans ce domaine-là, on va retrouver tout ce qui tourne autour de l'excellence opérationnelle. Et celui-ci, je trouve, est un très bon exemple parce que au tout départ, le Lean Six Sigma, en tout cas tel qu'appliqué dans les entreprises, on ne réfléchissait que par rapport à ce qu'on appelait la voix du client. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer un petit peu. On a un processus, une chaîne de valeur qui tourne et on cherche à l'optimiser.
L'optimiser par rapport à ce que un client souhaite acheter. Si un client souhaite acheter quelque chose, c'est parce qu'il est prêt à donner de l'argent pour quelque chose qui a pour lui de la valeur. Et donc, de comprendre ce qui a de la valeur pour ce client-là, ça s'appelle la voix du client. Et à une époque, on ne travaillait que pour satisfaire cette voix du client. Sauf qu'à un moment donné, on s'est dit, ouais, mais quand même, il y a des réglementations, donc on ne peut pas faire que ce dont a envie le client. Il faut aussi qu'on nous autorise de continuer notre activité en étant conforme à la loi, donc on va rajouter la voie du business. Et puis après, on s'est dit, ah, mais ça ne va pas parce que nos employés, ce n'est pas des robots. Donc eux aussi, ils ont des attentes. Et si on veut que l'ensemble soit cohérent, il faut qu'on prenne en compte ces attentes-là, et ça s'appelle la voix des employés. Et aujourd'hui, vous retrouverez dans les formations sur cette méthodologie qu'est le Lean Six Sigma, on va parler de la voix de l'environnement aussi. Donc, prendre en compte les attentes quelque part de la planète qui pourraient être vues comme un client à part entière pour le processus. Pareil dans la gestion de projet. On peut rajouter, au-delà du qualité-coût-délai très connu, des critères environnementaux, qu'ils soient donc en mode prédictif ou en mode agile. En agilité, dans un projet agile, on définit ce qu'on appelle la valeur à partir de critères de valorisation. Donc, par exemple, dans un hôpital, la valeur, ce n'est pas forcément de l'argent, ça peut être savoir diminuer la souffrance d'un patient. Vous voyez que dans la valeur, on peut très facilement inclure des critères concernant l'environnement. Il y a aussi tout ce qui est fonction support. Les fonctions support, donc les ressources, j'ai un problème même avec le terme, donc les ressources humaines, il s'agit, si on veut prendre en compte ces critères environnementaux, de faire monter en compétence tous les collaborateurs qui sont présents dans l'entreprise et puis de modifier potentiellement et d'aligner ces critères de recrutement sur cette volonté. Pareil pour les achats, pareil pour les services généraux, pareil pour la comptabilité. Et puis, il y a tout ce qui concerne la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire la manière dont les décisions sont prises dans une entreprise depuis le comité exécutif ou la direction générale jusqu'aux couches intermédiaires et au terrain. Donc, pour pouvoir faire en sorte que ce qu'on a décrit sur le terrain soit réellement pris en compte dans les actions au quotidien des gens, il faut que ce soit suivi quelque part par l'organe de décision de l'entreprise. Donc, ça sous-entend une remise en question du pilotage de la performance qui pourrait en fait intégrer des critères environnementaux et plus uniquement la partie financière. Ça commence à se faire, il y a les reporting extra-financiers. Comment aller plus loin pour que l'entreprise soit exemplaire de ce point de vue-là? Il faut bien entendu sensibiliser les directions générales et accompagner aussi les actionnaires dans une vision plus long terme, peut-être en les sensibilisant eux aussi sur les risques qu'on prend si on ne fait rien. Innover avec l'intelligence collective. Comment on fait ça en fait? La notion de faire émerger, c'est cette notion de dire que 1 + 1, c'est plus que 2. Et pour faire émerger l'intelligence collective, on a besoin d'un groupe d'experts, de plein d'expertises différentes, réunies autour de la table avec un cadre de travail clair, des ressources à leur disposition, par exemple des informations, des documents, des outils collaboratifs. Et puis, à ces personnes-là, on va leur donner des objectifs très clairs, placés dans le temps, et on va pouvoir mesurer, on va vouloir et pouvoir mesurer l'atteinte de ces résultats. Alors évidemment, l'intelligence collective, ce n'est pas si simple, il y a des écueils. Il y a des personnes qui prennent plus la parole que d'autres, d'autres qui sont plus timides, d'autres plus dominants. Parfois, on parle, on ne fait que parler, mais on ne prend pas de décision, donc il n'y a pas réellement de résultats à la sortie de la séance de brainstorming. Parfois, on a des avis d'experts qui ne sont pas pris en compte par le groupe. Parfois, le groupe accepte trop facilement l'avis d'experts, c'est de l'acceptation passive. On peut manquer d'esprit critique parce qu'on est un peu en vase clos, parfois on est entre nous, entre gens semblables et on a une certaine forme de conformisme, par exemple. Évidemment qu'on veut éviter tout cela
quand on fait des ateliers d'intelligence collective. Et sachez qu'en fait, ils sont prévus pour quasiment effacer tous ces écueils, ou du moins les diminuer fortement. Il y a des dizaines et des dizaines de formats d'ateliers d'intelligence collective pour atteindre des objectifs qui sont très différents les uns des autres. Et notamment, ce qu'on va retrouver, c'est déjà avoir quelqu'un qui facilite les séances de brainstorming, c'est-à-dire qui va bien connaître le format de l'atelier et faire attention à ce que ce format soit respecté par l'ensemble du groupe. Il y a tout ce qui concerne les règles de fonctionnement du groupe, par exemple la communication non violente, l'écoute active. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la grande diversité des ateliers, je l'ai déjà dit, et oui, une capacité à créer des ateliers différents et même si on a un objectif qui peut être le même et qui peut se répéter, afin de voir le problème sous différents angles et d'utiliser des manières de penser différentes. Donc ça sert à ça. Et pour aller plus loin dans l'intelligence collective, on utilise aujourd'hui les techniques du design, de la pensée design, pour ceux qui connaissent le design thinking. Et vous avez un exemple là d'étapes un peu classiques par lesquelles passe un groupe qui serait en atelier d'intelligence collective ou en atelier qu'on appelle de co-construction. Mais sachez que derrière chacune de ces étapes-là, il peut y avoir, encore une fois, des dizaines d'ateliers différents pour répondre à des objectifs différents. Donc, je vous donne un exemple. Lancer un nouveau service ou résoudre une problématique. Et pourquoi pas, donc, décarboner un processus d'entreprise. La quatrième étape qui est très importante, au-delà de l'aspect un peu technique de ces ateliers de co-construction, c'est qu'on a besoin d'engager le collectif vers un objectif commun. Et ça, la méthode OKR, qui s'appelle en anglais Objectives and Key Results, c'est une méthode collaborative pour mettre en place des ambitions et se projeter dans l'avenir relativement proche vers des impacts attendus et se mettre en ordre de marche pour maximiser la probabilité que ces impacts attendus se réalisent. Alors, cette méthode, elle provient d'un monsieur qui s'appelle John Doerr, je pense que j'écorche un peu son nom, qui a travaillé chez Intel et qui a mis en place cette méthodologie et qui ensuite est parti chez Google, l'a présentée et ça a été adopté. Et sachez qu'aujourd'hui, cette méthode-là est toujours utilisée chez Google. Derrière, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette méthode? On veut suivre un progrès, donc suivre un changement. Et on veut que l'ensemble des équipes soient alignées vers un méta-objectif commun et qu'elles soient engagées, qu'elles puissent se sentir des éléments pouvant apporter chacun une pierre à l'édifice par rapport à ce que l'entreprise au global vise. Comment on met en place ces OKR? On fait un atelier OKR, bien sûr, qui se déroule en 3 étapes. Donc, on va définir une ambition à 4 mois qui doit être explicite. On va ensuite se projeter sur les impacts attendus et là, qui vont être chiffrés. Et puis derrière, on va estimer les données à date qu'on a, donc les données, ce qu'on appelle la data zéro, les mesures à maintenant, et se projeter sur la mesure attendue à, par exemple, t égale 4 mois. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller dans un atelier Klaxoon pour réfléchir sur un exercice sur les OKR, parce que je pense que c'est un petit peu théorique, juste comme ça. Donc, vous allez vous projeter, je vais vous copier le lien dans le chat Zoom. Alors, juste un instant, voilà. Est-ce que tout le monde peut cliquer?
Merci François. Alors, la durée d'un atelier OKR, c'est difficile de répondre sans aucun autre élément parce qu'en fait, on peut mettre un atelier OKR au niveau d'une équipe seulement ou on peut créer tout un ensemble d'ateliers OKR pour aligner pour toute l'entreprise la stratégie avec les initiatives qui vont être mises en place par chacune des équipes. Mais si on regarde la durée au niveau d'une équipe, j'aime bien entre, je dirais, 3 heures ou une demi-journée. Alors, je dis toujours 3 heures et une demi-journée parce qu'on négocie en disant est-ce que ça ne peut pas être un petit peu moins et parfois ça va être 2 heures et demie, mais sachez que les ateliers d'intelligence collective, il faut quand même se réserver du temps pour échanger, pour que tout le monde comprenne les points de vue des uns et des autres. Et c'est très important de suivre ça. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à se connecter à son klaxon? Je vois que oui, effectivement, 42 personnes. Alors, hop. Donc, l'exercice est le suivant. Vous êtes les dirigeants d'un hôtel, vous avez tous des expertises différentes que je ne connais pas, mais j'imagine que les 42 personnes, 50 pardon, maintenant qui sont connectées, ne font pas tous le même métier. Et vous avez un objectif commun, c'est de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. L'objectif de cet atelier OKR, qu'on va faire ici en 3 minutes à peu près, est de construire le plan d'action ayant un maximum d'impact positif sur le climat à l'échelle de ce groupe, sur nos habitudes individuelles et ou familiales. Donc, vous vous placez à... pardon, je vais bloquer. Voilà, merci de l'avoir remis en place. Un horizon à 4 mois. Donc, avec le petit plus qui est en bas et au milieu de votre écran, vous pouvez créer des post-it et pour pouvoir le poster sur l'écran, vous devez appuyer sur le petit avion en papier en haut à droite du pop-up. Alors, les post-it, premièrement, c'est quelle est votre ambition? Quelle ambition vous vous donnez en tant qu'hôtel? Donc, il faut que ce soit quelque chose d'ambitieux mais de concret. En tant qu'hôtel, qu'est-ce que vous pourriez espérer? Imaginez donc que vous êtes dirigeant d'un hôtel et par rapport aux autres chaînes hôtelières, vous vous dites quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez viser? Dites-moi si l'exercice n'est pas clair. Alors, l'objectif, c'est on est dans la peau d'un dirigeant d'une chaîne hôtelière. On veut être exemplaire par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, là, l'exercice, c'est d'écrire des post-it pour formaliser l'ambition ou les ambitions qu'on vise pour cela. Alors, vous avez vu que vous avez des choix de couleurs possibles si vous souhaitez les utiliser, mais ce n'est pas obligatoire. Pas de problème, Géraldine, j'en suis désolée. Oui, Hervé Sellard, je reprends un petit peu vos réactions. Alors, réduire sa consommation d'énergie, sensibiliser les clients et leur faire découvrir le tourisme durable. Bravo. Éco-responsable, parfait. Alors, mais c'est super, je vais remonter l'écran un petit peu. On va venir les placer du côté des ambitions, si vous voyez. Voilà, super. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'arrêter les parties ambition. Vous choisissez une ambition et vous identifiez les impacts attendus par rapport à cette ambition. Et là, il faut que ce soit chiffré dans la mesure du possible. On s'invente, hein. Comme on est bon en réalité imaginaire, on peut s'inventer
les impacts attendus à 4 mois. Aurélie, est-ce que tu pourrais peut-être partager ton écran pour qu'on puisse voir les réactions pour ceux qui ne sont pas connectés sur Klaxoon? Les réactions du chat? Non, celle du coup du Klaxoon. Alors, normalement, vous devez voir le même écran que moi, mais je vais vous le partager tout de suite. Hop. Voilà. Super, merci. Avec plaisir. Divisé par 2 les émissions GES des voyageurs. Très bien. Alors, sur les... Expliquez bien... Je vois restaurant compatible avec les objectifs COP21, donner à T0 4 tonnes de CO2 équivalent par repas. Par repas oui, d'accord. Par l'ensemble de tous les repas d'un moment, j'imagine. Donner à T égale 4 mois, 0,5. OK. Super. Donc, en fait, juste pour terminer sur ces OKR, une question qui revient souvent, c'est quoi la différence entre un KPI et des OKR? Les KPI, les Key Performance Indicators, ils sont là pour mesurer si tout va bien par rapport à une situation qui est récurrente et le suivi de la bonne exécution d'un processus opérationnel. Tandis que les OKR, eux, ils vont mesurer le progrès de changement de nos processus vers un méta-objectif, vers une ambition à 4 mois, puis après, on va évidemment définir à 1 an, etc. Ça, c'est la première grande chose. Donc, les KPI sont là pour mesurer l'existant et le statu quo, tandis que les OKR sont là pour mesurer le changement. La valeur ajoutée des OKR, c'est qu'on a un alignement stratégique. Vous voyez que là, tout ce qu'on donne comme élément, on ne s'est pas référé à, il y a d'abord l'équipe de la cuisine, l'équipe des transports, etc. etc. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. On parle d'un objectif commun au niveau de l'entreprise et de ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Et ensuite, à chacun de créer des initiatives pour répondre à ces objectifs. Donc, par construction, ces objectifs sont transversaux. C'est ça qui permet un bon alignement entre la stratégie et le terrain. Ça regarde aussi, on va mesurer ce qui est le plus important, ce qui a le plus d'impact. Donc, ça permet d'engager et de flécher les efforts des gens vers ce qui est le plus important pour atteindre cet objectif. Et l'effet secondaire, c'est qu'on a des gens qui sont motivés parce qu'ils comprennent en fait leur place dans l'organisation pour atteindre cet objectif. Alors, je vous remercie beaucoup. On va arrêter le klaxon. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais peut-être garder quelques minutes pour répondre à des questions. Alors, il y a eu une réaction et je remercie beaucoup Jacques. Effectivement, alors, la courbe du deuil, elle est aussi appelée la courbe du changement. Il est assez fréquent de la retrouver par rapport sur des plans de transformation et pour expliquer qu'une équipe peut vivre différents moments. C'est un peu osé par rapport à votre explication. Je comprends votre réaction. On ne parle pas effectivement d'un événement aussi traumatique que ça quand on parle de transformation d'entreprise. Cependant, je trouve que par rapport à la prise de conscience sur le climat et où est-ce qu'en est notre société, j'ai vécu moi-même, voilà, ça a été une forte secousse tout de même. Et je pense qu'on a été très nombreux à le vivre. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé que c'était relativement adapté. Mais je comprends et merci pour votre réaction qui vient enrichir. Marie-Cécile a une question. Par quelle partie est-ce qu'il faudrait commencer dans l'idéal le questionnement des pratiques existantes?
Idéalement, pour que ça marche bien, c'est bien quand c'est porté par la direction et qu'elle soit ambassadeur en fait de ce changement et de cette remise en question de l'intégralité des pratiques. Si on n'a pas ça, ça vient d'initiatives en fait de personnes de l'entreprise qui peuvent montrer l'exemple en quelque sorte et puis par contagion au sens positif du terme, par influence, convaincre des personnes autour d'elles et puis petit à petit, l'ensemble de l'entreprise se remet en question. Vous me dites si ça ne répond pas tout à fait à votre question. David, est-ce qu'il est possible de passer du choc à la sérénité au cours d'un seul atelier d'intelligence collective? Non, je ne crois pas, malheureusement. Dans le sens où je crois que déjà, physiologiquement, enfin, l'être humain, son cerveau, on a besoin d'assimiler ces chocs-là et je pense que ça met beaucoup de temps, en tout cas, beaucoup plus que juste un atelier de quelques heures. En revanche, ça peut permettre peut-être d'amortir le choc dans le sens où on donne des perspectives qui sont tournées vers l'action et donc vers quelque chose de plus positif. Mais non, je ne pense pas. Dans ce cas, que suggérez-vous pour accompagner au changement? Est-ce que vous pouvez préciser la question? Est-ce que vous voulez dire quelles seraient les étapes ou le cheminement? Ok. Donc, là, on se place au niveau de l'entreprise et au niveau d'un plan de transformation. Donc, c'est comme tout projet, il est nécessaire de cadrer et de comprendre où est-ce qu'on en est par rapport à tous ces sujets-là. Je crois que ce qui est important, c'est de mettre assez rapidement en place les OKR, puisque c'est ça un peu qui va nous permettre de se mesurer objectivement et sans se mentir. J'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que les OKR, ce ne sont pas ce qu'on appelle des métriques de vanité. Et on n'est pas là juste pour faire en sorte que tous les indicateurs soient verts. D'ailleurs, certains objectifs ne seront pas atteints et ce n'est pas grave. Ça permet déjà d'aller dans le bon sens. Et donc ça prend déjà plusieurs ateliers, donc potentiellement plusieurs semaines en délai. Et puis, à partir de ça, on va identifier des initiatives et on peut lancer une campagne d'ateliers de co-construction, d'ateliers de résolution de problématiques au niveau de certains processus en faisant bien attention à casser les silos, à être le plus transverse possible parce que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc, ça peut être un projet de transformation tel qu'on les connaît si bien sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Comment mettre en relief, en perspective? Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, François, sur l'engagement d'Einstein? Et je passe en attendant à la question suivante. La porte d'entrée du projet de transformation est-elle systématiquement la stratégie bas carbone? La transformation, si on l'entend par rapport à notre sujet qui est s'engager dans une trajectoire de décarbonation, la stratégie bas carbone, ça va être l'ensemble de tout ce qu'on fait pour faire en sorte qu'on ait la meilleure trajectoire de décarbonation possible. La porte d'entrée, pour moi, elle est déjà dans arrêter de se mentir et mesurer factuellement les choses. Et ensuite, à partir de là, on peut commencer à construire sur des vraies informations et donc prendre des décisions éclairées. Je ne sais pas si je ne suis pas sûre de répondre complètement à votre question, donc n'hésitez pas à réagir. Qui conseillez-vous d'inclure dans la définition des ambitions et des OKR? C'est toute l'entreprise qui va intervenir en fait, puisqu'on va avoir plusieurs niveaux d'OKR. On va avoir le niveau OKR stratégique, et puis qui va être décliné on va traduire l'intention en différents niveaux d'OKR jusqu'au terrain.
Voilà. Après, une fois qu'on a fait tout ça, normalement, bah, on se sent mieux puisqu'on on trouve plus de sens dans le travail qu'on fait. Le fait de rechercher du sens, de passer à l'action, amène plus de sérénité. Je vois qu'il est 12h58. Je crois que je suis censée redonner la main à l'organisatrice de l'événement. C'est ça, merci beaucoup Aurélie. Je pense que tu as pu traiter la plupart des questions, en tout cas, qui étaient posées, donc c'est super. Je te remercie pour ce super atelier qui, je le vois déjà dans le chat, a beaucoup plu. Je remercie aussi nos participants et participantes parce que vous avez été nombreux à réagir et à vraiment vous impliquer dans cet atelier, donc merci à tout le monde.